Nous vivons un âge troublé, une époque sanglante aux accents de fin du monde, faite de démons, de sorcellerie, de batailles et de morts. Dans la fureur des flammes et la destruction se forgent les légendes de ce temps, narrant les faits d'armes des héros intrépides. Au cœur du vieux monde s'étend l'Empire, la plus grande et la plus puissante des nations humaines, réputée pour ses ingénieurs, ses sorciers, ses négociants et ses soldats. Une terre riche de ses hautes chaînes de montagnes, de fleuves majestueux, de sombres forêts et de vastes cités. Depuis son trône d'Aldorf, l'empereur Karl Franz règne, descendant sacré du fondateur de ces domaines, Sigmar, détenteur de Gal Maraz, le mythique marteau de guerre. L'époque n'est pour autant pas civilisée. De toutes les régions du vieux monde, des palais féodaux de la Bretonie comme des immensités glacées du Kislev, perdues dans le nord lointain, nous parviennent les présages de la guerre. Les tribus orques des montagnes du bord du monde s'unissent en préparation de nouvelles attaques. Bandits et scélérats harcèlent les habitants des principautés frontalières. Les rumeurs prétendent même que des hommes rats, les Skaven, émergent des sous-sols aux quatre coins des terres connues. Bonjour à tous et bienvenue pour ma 41e critique. Eh bien, après une dérive de 2 critiques vers Geist de Senator, je reprends le cours de mes lectures dans la direction que j'avais prévue, plein gaz vers les suppléments de Warhammer. Il m'est arrivé souvent, durant ma jeunesse, d'être surpris par les livres de jeux de rôle. Je me souviens de ma passion pour Ravenloft et ma première lecture du livre de base de l'Appel de Cthulhu. Quel émerveillement! Encore aujourd'hui, quand je sors ce livre de ma bibliothèque, je me revois expliquer à mon père les fondements de Cthulhu et d'Azathoth. Si je fais cette digression, c'est pour parler du fait que j'étais complètement émerveillé par mes lectures. Je voyais un nouvel univers s'ouvrir à mon imagination. Et avec le temps, mon esprit critique se développait. J'ai lu un grand nombre de livres de jeux de rôle, des bons, des moins bons, des mauvais et des moins mauvais. Avec le temps, on se rend compte que certains livres ne sortiront jamais de notre bibliothèque. Et un d'entre eux dont je suis certain de la longévité est Children of the Horned Rat, traduit en français sous le titre Les Fils du Roi Cornu. Ce supplément s'attarde exclusivement à la vermine du Vieux Monde, c'est-à-dire les Skaven. Les Skaven sont une race d'hommes-rats qui peuplent le sous-sol du Vieux Monde. Leur royaume est aussi vaste que celui des humains, des elfes et des nains. Ils sont féroces, voraces, insatiables, superstitieux et esclavagistes. Donc, à ma grande surprise, les Fils du Roi Cornu est un très bon supplément pour tous les joueurs et maîtres de Warhammer. Il est très bien écrit, les informations sont pertinentes et on ne se perd pas dans des discours en plus finir sur les Skaven. Voyons en détail pourquoi ce livre est si bon. La première partie s'ouvre sur différents textes et rapports compulsés par un savant de l'université d'Altdorf qui a fait des études sur la véracité de la présence des Skaven. La plupart des témoignages qu'il a collectés sont contradictoires, mais il dégage une conclusion effrayante. Les Skaven existent bel et bien. Le savant raconte aussi comment, dans un échange épistolaire, la présence des Skaven a été prouvée et analysée scientifiquement par des autopsies. Pour faire une histoire courte, dans une ville éloignée d'Altdorf, les habitants trouvèrent dans une caverne les restes de 4 Skaven. Les 4 corps ont été autopsiés et le chapitre devient un traité anatomique du Skaven. Je ne ferai pas un résumé des autopsies, mais je peux vous dire qu'elles sont accompagnées de dessins, d'hypothèses sur leurs odeurs, des hypothèses sur la hiérarchie dans le monde des Skaven. Ce qui est encore plus intéressant est que nous avons l'opinion de tous les points de vue. Les scientifiques, les hommes du peuple, les démagogues, la position de l'Empire, et j'en passe. C'est vraiment un chapitre accrocheur qui démarre bien le supplément. Au chapitre 2, on revient vite au supplément classique, c'est-à-dire descriptif. Tout commence avec l'histoire des Skaven, d'où ils viennent, comment ils se sont développés pour devenir une société guerrière, et j'en passe. Personne n'a une confirmation de leur existence. Ils vivent entre les ténèbres, entre les superstitions, entre l'ignorance des hommes. Ils ont quelquefois fait la guerre aux humains, ravagé le vieux monde avec des maladies, capturé des cités naines, mais jamais ils ont réussi la conquête du monde du dessus.
Pour faire une histoire de plusieurs millénaires courte, les Skaven sont un fléau cyclique qui ravage le vieux monde. Dès qu'ils sont oubliés, ils reviennent en force. Le chapitre 3, le plus intéressant, décrit la société des Skaven d'un bout à l'autre. Et quand je dis d'un bout à l'autre, je ne mens pas. On y parle du tempérament des Skaven, des relations qu'ils entretiennent avec les autres races, autant dire que rien n'arrive à leur cheville, ils se croient supérieurs aux autres. On y parle aussi de leur dépendance à la malpierre. Cette partie est vraiment intéressante car l'auteur explique que les Skaven mettent de la malpierre partout, dans des alliages. Ils la réduisent en poudre pour la consommer comme de la cocaïne. Ils utilisent les pouvoirs de la malpierre pour muter d'autres Skaven en ogres rats, et j'en passe. La malpierre est vraiment le centre nerveux de tout l'univers des Skaven. Ils en mettraient dans leur céréales du matin s'ils savaient ce que c'était. On explique aussi que la politique est très importante chez ces animaux. Le plus fort fait sa loi sur les plus faibles et les plus faibles veulent prendre la place du plus fort. Dans ce système dominant versus dominé, il existe plusieurs conventions sociales. Un Skaven pratique la flatterie. Plus il est capable de trouver des adjectifs pour son maître, plus il a de la chance de monter dans l'échelle sociale. Les Skaven dominants pratiquent l'infanticide, l'abus verbal envers leur sujet. Il existe tout un rituel par rapport à la hauteur du nez. Plus le Skaven a de l'importance, plus ceux qui sont sous lui doivent avoir le nez bas. Le reste du chapitre nous explique comment les 12 clans contrôlent le monde des rats. Je dis ici 12, mais il y a des centaines de clans de rats qui souhaiteraient un jour accéder aux coulisses du pouvoir et avoir un siège au conseil. Cependant, pour y arriver, ils doivent détruire un clan qui y siège déjà. Vous comprenez alors qu'il existe entre tous les clans une guerre continuelle, déclarée ou non. Qui va être le plus fort? Par quels moyens ils vont conserver le pouvoir? Et ainsi de suite. C'est une guerre d'usure qui fait en sorte que tous se soupçonnent et tous soupçonnent l'autre d'être en relation avec un troisième pour détruire le premier. Le seul clan qui semble profiter le plus de cette paranoïa est le clan le plus puissant, c'est-à-dire le clan des Grey Seers. Ils sont les chefs spirituels et religieux des Skaven. Ils sont encore plus tordus que tous les autres, car eux seuls sont capables de décider qui est un hérétique. Et ce que craignent les chefs de clan encore plus que d'être détruits, c'est d'être considérés comme un hérétique. Les Grey Seers contrôlent 2 sièges au Conseil des 13. Pourquoi 2 sièges? Parce que le premier appartient à leur clan et le second appartient au dieu des rats. Mais le dieu des rats ne se pointe jamais aux réunions, donc le siège est vide. Et les Grey Seers sont les seuls à être capables d'interpréter les indications de leur dieu. Et personne ne vient contredire le dieu des rats quand il prend une décision. Le chapitre 4 est la description de la géographie du monde des Skaven. Chaque ville est toujours située sous une cité humaine. Il y a toujours une logique à respecter là-dedans. Les humains attirent les rats. Il arrive pourtant que les Skaven s'établissent dans un lieu loin des humains et des autres races. Et pourquoi font-ils ça? La seule raison qui les motive est la malpierre. Ils en veulent tellement qu'ils sont capables de n'importe quoi. Ils pourraient creuser un tunnel d'un bout à l'autre de l'Empire pour atteindre une veine de la malpierre ou encore détruire un clan adverse. Rien n'est plus facile pour des rats motivés. Les Skaven habitent des trous dans des parois de cavernes naturelles ou encore des tunnels creusés à même la pierre. Il arrive parfois que des esclaves humains ou nains ont construit des habitations durables, mais la vie d'un chef Skaven est tellement courte que ce genre de construction n'est jamais terminé. Outre cela, un Skaven est encore plus lâche que son voisin. Il fera tout pour le chasser de son trou au lieu de s'en creuser un. Et tout est motivé par la survie du plus fort. Le chapitre 5 décrit toutes les techniques que les Skaven utilisent pour faire la guerre. Il y a les poisons, les maladies, la peur, la force du nombre, et j'en passe. Chacune de ces tactiques est la spécialité d'un type de Skaven très particulier. Comme par exemple, ceux qui transportent les poisons et les maladies sur le champ de bataille se nomment les globadiers. Ils sont équipés de masques à gaz et infectent tous ceux qui se dressent sur leur chemin. Il y a aussi les éclaireurs qui attaquent et fuient, les ogres rats qui sont une force de frappe impressionnante. Ce sont des créatures, comme j'ai mentionné tantôt, qui ont été mutées en de terribles adversaires. Encore des effets de la malpierre. Je vous conseille fortement de lire ce chapitre.
il déborde d'adversaires succulents. Le reste du chapitre décrit la magie des Skaven et les inventions. Les inventions, ça c'est quelque chose. Il y a toutes les règles pour créer des machines de guerre terrifiantes et qui exploseront dès leur mise en route. Il y a tous les effets des armes qui sont augmentés par la malpierre. Ne vous approchez jamais d'un Skaven armé de ce genre d'armes. Vous regretterez qu'il ne vous ait pas tué à la fin d'un combat. Le chapitre 6 m'intéresse peu, car il propose des règles pour jouer un Skaven. C'est une bonne idée pour diversifier le genre de campagne dans lequel vos joueurs peuvent être habitués, mais la personnalité d'un Skaven est tellement tournée vers l'instinct de conservation qu'il me paraît très peu probable qu'un joueur soit capable de faire quelque chose avec ce genre de personnage. Le chapitre 7 donne toutes les recettes possibles pour intégrer des Skaven à vos campagnes, soit comme vilains ou encore comme personnages joueurs. Et finalement, le chapitre 8 propose une aventure dans le monde des Omra. Comme vous avez pu le comprendre, du moins je l'espère, le monde des Skaven est terrible. Ils n'ont aucun respect pour la vie, ils sont un peuple esclavagiste. Et ils se reproduisent tellement vite qu'ils sont obligés de faire la guerre à quelqu'un, au peuple du dessus ou à d'autres clans. Dès qu'ils sont trop nombreux, ils se trucident les uns les autres, la faim les fait voyager partout dans le vieux monde. Et pourquoi ils ne sont pas capables de conquérir le monde des hommes? Et c'est parce qu'ils n'ont pas d'unité. Et il y a une prophétie chez les Skaven. Quand le peuple sera uni, le monde entier sera sous leurs pattes griffues. Alors, si vous êtes fatigué de vous frotter au chaos continuellement, les Skaven sont les vilains pour vos joueurs. Ils ne sont pas affiliés au chaos car ils ont leur propre agenda. Vos aventures peuvent prendre facilement une tournure très originale. Les Fils du Roi Cornu est un supplément que je m'étais fait conseiller par un ami qui a une connaissance encyclopédique du vieux monde. Et je le remercie car je sais maintenant comment sont tordus ces bêtes à poil mangeurs de malpierre. Eh bien, c'était ma 41e critique. J'espère que vous avez apprécié. Et merci de m'avoir écouté et à la prochaine.